Messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la délégation aux Outre-mer qui se déroule, encore une fois, en visioconférence avec une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale. La vidéo sera ensuite disponible à la demande sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle deux principes de base pour que notre réunion se déroule dans les meilleures conditions. Conservez, s'il vous plaît, le micro fermé lorsque vous n'avez pas la parole. Utilisez le bouton « Lever la main » numérique pour demander la parole. L'audition d'aujourd'hui sera consacrée à l'examen de la proposition de loi 3669 déposée par Mme Justine Benin et plusieurs de ses collègues, portant titre « Rénovant la gouvernance du service public d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ». Cette proposition de loi sera examinée le 20 janvier en commission, puis le 28 janvier en séance publique. Notre délégation a entendu hier, le 13 janvier, les représentants des collectivités territoriales concernées, c'est-à-dire au premier chef des communautés d'agglomération, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, dit le SIAG, ainsi que le président du conseil régional et le représentant du conseil départemental. C'est donc aujourd'hui au tour de notre collègue Justine Benin, qui est non seulement à l'origine de la proposition de loi, mais qui a aussi été nommé rapporteur, d'être entendu. Dans la mesure où le sénateur Dominique Théophile a déposé une proposition de loi similaire au Sénat, il nous a semblé opportun de l'entendre en même temps. Nous avons évidemment aussi invité les sénateurs de la Guadeloupe, Mme Victoire Jasmin, M. Victorin Lurel et Madame et Messieurs les sénateurs, soyez les bienvenus parmi nous. Les propositions de loi de notre collègue Justine Benin et du sénateur Dominique Théophile ont pour objectif de remédier à la mauvaise distribution de l'eau en Guadeloupe actuellement. Les coupures et pénuries sont fréquentes et le mécontentement gagne une population qui ne comprend pas les défaillances d'un service public essentiel. L'audition d'hier a mis en évidence des différences d'appréciation parmi les acteurs locaux. Certains sont favorables à la proposition de loi, tandis que d'autres y sont opposés. Considérons que l'adoption d'une loi aurait pour conséquence de dessaisir, voire de stigmatiser les collectivités locales considérées comme défaillantes. L'objet de l'audition de ce jour est donc d'abord de vérifier l'opportunité de légiférer sur ce sujet et d'en comprendre les aspects techniques. Je vais dans un premier temps donner la parole à Mme Benin et à M. Théophile pour un propos liminaire de présentation de leur proposition de loi. Je donnerai ensuite la parole aux membres de la délégation qui souhaitent s'exprimer et aux sénateurs aussi, pour que nous puissions entrer dans un cycle de questions-réponses. Madame la députée Justine Benin, chère Justine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur l'administrateur, Président, si vous le permettez, avant toute chose, je souhaite avoir une pensée émue pour notre collègue, ma collègue du groupe Les Démocrates, Modem et apparentés, Madame Marielle de Sarnez, qui en plus était ma voisine de banc au niveau de l'Assemblée nationale et qui, vous le savez très bien, est une femme exceptionnelle avec une hauteur de vue politique, avec une grande expérience et de grandes qualités et qui, je peux vous dire, aux côtés de qui j'ai beaucoup appris et qui aimait tant les îles et notamment la Guadeloupe. Et à 2 reprises depuis le début de cette législature, elle est venue en Guadeloupe en qualité de présidente de la Commission des Affaires étrangères, surtout lorsque nous avions eu à discuter de la loi Asile et Immigration. Vraiment, j'aurais souhaité qu'on ait une pensée pour elle et si vous voulez bien, une minute de silence, si vous le souhaitez, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée Benin, chère Justine, pour cette pensée à laquelle je m'associe et j'associe bien évidemment toute la délégation aux Outre-mer. C'est vrai que j'avais aussi rencontré Marielle de Sarnez, une femme passionnée de politique, engagée, aimant les Outre-mer et aimant bien évidemment l'Europe et les affaires étrangères. Nous faisons donc une minute de silence.
Voilà. Paix à son âme, et nous avons une pensée pour ses proches. Merci, Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis heureuse de vous retrouver pour échanger sur la proposition de loi que j'ai déposée conjointement au Parlement et qui sera débattue le 28 janvier, mais conjointement, texte que j'ai travaillé avec Monsieur le Sénateur Dominique Théophile, qui vise à rénover la gouvernance du service public de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Comme vous le savez, nous connaissons les problèmes en Guadeloupe, problèmes de distribution d'eau potable, mais aussi des problèmes d'assainissement qui impactent gravement le quotidien de nos populations. Il peut s'agir des coupures régulières et planifiées par les autorités organisatrices. C'est ce qu'on appelle les tours d'eau. Ceux-ci sont mis en place dans certaines zones pour alimenter les communes par intermittence pour équilibrer la répartition de la ressource en eau. Mais des coupures aléatoires, non planifiées, interviennent également. Elles peuvent être liées aux casses du réseau, aux purges ou encore aux nombreuses fuites qui existent dans presque toute la Guadeloupe. Alors, quelles sont les causes de cette crise? Comment en est-on arrivé là? Mais avant toute chose, je souhaite dire à l'ensemble des parlementaires, députés, sénateurs, je souhaite saluer les efforts de l'ensemble des collectivités majeures, mais l'ensemble des EPCI aussi, qui ont fait de leur mieux et qui ont investi sans relâche dans le cadre du plan ODOM, dans le cadre du plan eau et dans le cadre des nombreux plans de secours d'urgence au niveau de la Guadeloupe, de l'archipel de la Guadeloupe. Et donc, c'est vrai que les difficultés persistent, aussi bien dans la recherche de fuites, dans les détections de fuites, des difficultés persistent aussi au niveau de l'assainissement. S'agissant de l'eau, lorsque nous avons commencé les auditions, sur 100 mètres cubes d'eau potable produite, nous en perdons 60, donc des problèmes en termes de rendement réseau, c'est énorme. À titre de comparaison, la moyenne nationale des pertes dans les réseaux d'adduction est de 20%. Donc, nous connaissons les problèmes. Deuxième difficulté, nous connaissons mal l'état du réseau de distribution. Jusqu'à maintenant, les fuites étaient mal connues, mal identifiées. Cependant, un gros travail a été fait ces derniers mois pour identifier pas moins de 5000 fuites qui a permis d'engager des travaux, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis, troisième problème majeur, la gestion administrative et technique. Certains foyers sont reliés au réseau d'eau de manière informelle, sans compteur, ce qui empêche une bonne gestion de la clientèle, mais surtout une bonne facturation et ce qui engendre bien sûr des impayés. Par ailleurs, certaines régies ne sont pas encore parvenues à mettre en place de vrais services, des relations avec les usagers, et nous l'avons entendu dans le cadre des auditions. Enfin, une difficulté dans l'organisation de la gouvernance. Et c'est ce pourquoi, eh bien, mon collègue, monsieur le sénateur Théophile et moi-même, nous avons eu à travailler sur cette PPL qui structure cette gouvernance parce qu'il y a un éclatement. Et cet éclatement eh bien, de compétences nuit à l'organisation et au pilotage de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe. Je le dis bien, depuis que nous avons eu à travailler sur cette proposition de loi, un sujet ô combien éminemment important, l'eau c'est la vie, l'eau un sujet complexe parce que c'est un sujet hydraulique, mais qu'avec l'ensemble des auditionnés, mais aussi avec les parlementaires, les députés et monsieur le sénateur Dominique Théophile, eh bien nous tentons au mieux de dépassionner le débat, de dépolitiser le débat, parce que nous savons que c'est un sujet de souffrance, de douleur, un sujet d'une grande complexité, et c'est la raison pour laquelle nous parlons essentiellement en termes d'organisation, de compétences, avec une hauteur de vue, en sachant eh bien, qu'il y a un double enjeu. C'est bien l'utilité sociale et un enjeu fort politique. Monsieur le Président, voilà ce que je tenais à dire en préambule, en disant bien que depuis plusieurs mois, c'est vrai, j'avais commencé à échanger depuis que nous avons eu à discuter cette proposition de loi, mais depuis lundi, eh bien, nous avons commencé les auditions qui se passent très très bien avec l'ensemble des acteurs, publics, mais aussi privés, les usagers, les organisations syndicales, la société civile, eh bien, pour que tous nous puissions sortir par le haut, eh bien, et que nous puissions avoir bien sûr des sujets d'amendement, porter le débat, parce que nous savons
eh bien, que cette PPL, cette proposition, ce projet de proposition de loi, eh bien, c'est une première étape, c'est une première base. Voilà ce que j'avais à dire en préambule, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée Benin, chère Justine, pour ces propos préalables. Je passe donc maintenant la parole à Monsieur le sénateur Dominique Théophile. Cher sénateur, vous avez donc la parole pour nous présenter vos propositions en lien avec la députée Benin. Si vous pouvez allumer le micro, Monsieur le sénateur, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et merci, Président Olivier Servat, député, pour cette initiative. Nous rentrons dans un cycle d'audition. Nous avons un peu parcouru, Justine Benet et moi-même, pendant il y a de cela déjà plus d'une semaine sur les auditions. Et nous voilà ensemble pour nous être auditionnés pour répondre sur l'utilité, bien évidemment, de la proposition de loi et les différentes questions que vous aurez à nous poser. Cela dit, je ne rajouterai pas davantage sur ce qu'a dit ma collègue Justine Benet, puisqu'elle a fait un constat, un tour d'horizon bien complet de la situation, pas besoin de faire de rajouter plus. Nous connaissons tous le constat. Il s'agit tout pour nous de tourner le dos et d'avancer pour construire quelque chose, je veux dire, une nouvelle gouvernance et une approche différente de ce qui s'est passé. Et donc, en faisant cela, bien évidemment, en associant l'ensemble des acteurs de l'eau, en associant bien évidemment aussi les collectivités et en saluant le travail qui est déjà réalisé et qui continuera à être réalisé concernant la nouvelle gouvernance. Alors, pour vous dire, la proposition de loi n'est pas, je veux dire, ni devant, ni derrière l'initiative depuis tantôt prise par les élus pour tenter de trouver une solution à ce problème-là. Puisque la vie ne s'est jamais arrêtée et ne s'arrêtera pas, ni après, je veux dire, la proposition de loi, ou si c'est celle qui viendra, je veux dire, couronner la chose, ou la proposition globale et l'accord global des élus guadeloupéens. En tout état de cause, quelle que soit la situation, le but recherché, c'est de trouver les voies et moyens pour solutionner et faire en sorte que les citoyens aient de l'eau en quantité, en qualité et une continuité du service public. Je crois qu'en disant cela, je réponds déjà à une question, où peut-on retrouver la confiance? C'est sur ces trois triptyques, quantité, qualité, continuité du service. Je crois que cette proposition de loi, nous avons entendu, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a des pour, des contre, mais c'est normal. Et c'est le jeu, je veux dire, quand il y a une proposition de loi, il y a débat sur le fond, sur l'utilité, et c'est justement dans l'hémicycle et au travers de nos rencontres que va se dessiner, en tout cas, toutes les discussions, les débats pour faire avancer et aller au plus loin que possible sur la question de l'organisation de l'eau en Guadeloupe. Voilà un peu ce qui nous anime et qui guide notre action pour permettre à ce que ce problème, douloureux, comme l'a dit Justine Benet, parfois avec beaucoup de passion et parfois avec beaucoup de verbes un peu haut et parce que ça a duré. Je crois que nous sommes entrés dans un cycle aujourd'hui pour donner une réponse à la population et c'est, je crois, l'année 2021 doit être une année de concrétisation de cette affaire-là pour pouvoir envisager d'autres problématiques qui posent à notre territoire. Président, si vous vous permettez. Bien sûr, je vous en prie. Merci, Monsieur le sénateur Théophile. Oui, Madame Benet, je vous en prie. Vraiment, ce que je souhaite rajouter, c'est dire que cette proposition de loi, c'est vraiment fixé dans le marbre la structure unique voulue par tous. C'est une ambition collective affichée depuis 2009, je le rappelle. Nous portons cela depuis des années, aussi bien les élus locaux, les associations d'usagers, la population, mais à ce jour, malgré toutes les initiatives et les concertations, cette structure n'avait pas pu voir le jour. Et ce n'est pas faire offense à quiconque,
C'est pour cela que nous en avons pris l'initiative de cette proposition de loi afin vraiment de le poser dans un cadre législatif. C'est répondre à l'ambition portée depuis 2009 et j'insiste sur le fait que c'est une proposition de loi portée par moi-même, députée de la 2e circonscription de la Guadeloupe et dont je connais, et je le dis encore, les missions, la détermination, la mobilisation de l'ensemble de nos élus sur le territoire, puisque j'ai eu, et je suis encore élu local aujourd'hui, et pareil pour le sénateur Dominique Théophile, qui est sénateur de la Guadeloupe. Merci, chers collègues parlementaires, Madame Benet, Monsieur Théophile, pour ces précisions liminaires. Je passe maintenant la parole aux parlementaires, députés ou sénateurs qui souhaiteraient la prendre pour demander quelques précisions à nos collègues proposants. N'hésitez pas à solliciter la parole en levant la main par le micro. Bon, il n'y en a pas. Alors moi, j'ai 8 questions à vous poser. Oui. Alors, je les pose et vous allez y répondre dans l'ordre et avec le rythme que vous le souhaitez, n'est-ce pas? La première question, c'est avez-vous identifié un risque d'inconstitutionnalité de cette loi, totale ou partielle? Et est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu les démarches engagées pour lever ce doute? Deuxième question, concernant ce syndicat mixte ouvert, beaucoup s'inquiètent de la possible, en tout cas la question de la viabilité financière de ce syndicat qui reprendrait un certain nombre de passifs d'autres structures. Et est-ce que là, vous avez des réponses qui permettraient de rassurer certaines personnes, dont les élus locaux ou même la population en général? Certains parlaient même de risque de syndrome du Titanic. Troisième question, comment pouvons-nous assurer une représentativité des usagers, des chambres consulaires, conseil CCI, chambre des métiers, aussi chambre d'agriculture, une représentativité des usagers, et comment l'envisagez-vous? Est-elle consultative ou délibérative? Quatrième question, se posent des problématiques liées à la répartition du nombre de sièges, de voix pour la gouvernance de ce SMO. Et avez-vous identifié des critères de répartition pour désigner le nombre de voix que chacune des EPCI aurait dans ce SMO? Et selon quels critères, quels sont les différents critères? Population, nombre de robinets, nombre de mètres cubes. Est-ce que vous avez donc des critères de répartition de cette gouvernance? Cinquième question, pensez-vous que la loi 4D à venir dans les prochaines semaines ou prochains mois peut être utile et complémentaire à votre démarche de proposition de loi? Sixième question, comment se passent les auditions? Comment les acteurs que vous auditionnez vous reçoivent un petit peu la PPL et qu'est-ce qu'ils en disent? Si vous pouvez faire une petite synthèse à la représentation nationale ultramarine. Septième question, 6 EPCI sur 7 ont indiqué qu'ils ne veulent pas de la loi parce que ce serait, j'essaie de retranscrire leurs propos, je cite, un mépris des élus locaux. Donc, ils veulent poursuivre leur action, je dirais, des exécutifs locaux. Qu'avez-vous à répondre à cette objection? Et enfin, 8e question pour moi. Techniquement, je parle bien de techniquement, bien évidemment, même si vous êtes des politiques, en quoi ce serait gênant d'avoir d'un côté Eau d'Excellence, Régie, et de l'autre côté le SMO avec les 4 autres EPCI pour, je dirais,
le bon rendu du service public de l'eau. Voilà, donc pardonnez-moi toutes ces questions, mais qui me semblent importantes. Et donc, vous avez libre champ pour y répondre comme vous le souhaitez. Madame Benet, Monsieur Théophile, vous avez la parole. Monsieur le député, je laisserai la parole, les réponses à Madame Benin et je compléterai si nécessaire. On fera ce jeu à deux voix pour éviter les redondances. Merci. Entendu. Monsieur le Président, beaucoup de questions à vous tout seul. Quelle aubaine. En tout cas, merci à vous du travail que vous effectuez. Nous conduisons actuellement les auditions avec le sénateur Dominique Théophile, les parlementaires, M. Mathiazin, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, où nous recueillons des propositions de chacun et de chacune, de manière à co-construire et à améliorer le texte qui sera débattu. Je pense, mais vous l'avez dit aussi, me semble-t-il, hier, et je vous remercie d'avoir eu le réflexe d'inviter l'ensemble de nos élus, des collectivités majeures, mais aussi de l'ensemble des EPCI, où nous avons eu à entendre. Et je pense que l'objectif est commun. C'est bien d'aboutir à une loi qui fasse le consensus le plus large possible afin de créer le cadre d'une gouvernance efficace, pertinente, collégiale, pour en finir avec cette crise de l'eau, même si, et là je reprends les mots de Mme Josette Borel et certains, ce n'est pas d'un coup de magique, parce que ce sera le fruit d'un processus. Surtout, je le dis, et c'est partagé par tous, je souhaite que nous avancions efficacement sur l'association des usagers à la gouvernance pour assurer une meilleure participation, une meilleure transparence vis-à-vis des populations. Alors bien sûr, cette proposition de loi, je l'ai dit, ne réglera pas tous les problèmes, mais il s'agit, et j'en reviendrai tout à l'heure à la question du risque d'inconstitutionnalité dont vous avez fait état. Alors bien sûr, il ne réglera pas tous les problèmes, mais il s'agit d'une première pierre pour apporter de la cohésion, de l'unité, je pense, et de l'efficacité dans le pilotage politique de l'eau et de l'assainissement, notamment en matière de planification des investissements et en termes de financement. Alors, vous parlez de risque d'inconstitutionnalité. Je peux vous dire que le travail engagé avec Monsieur le sénateur ne date pas d'hier. Nous avons entamé les travaux et c'est vrai que nous avons eu à faire, à un moment donné, un phénomène de va-et-vient avec les services de la DGCARL, la Direction Générale de la Concurrence ARL, vous connaissez, pour justement vérifier et vraiment voir par rapport aux risques dont vous faites état. Je dois vous dire que ce texte-là, nous avons voulu saisir le Conseil constitutionnel, mais les services ont travaillé tout autour de ce texte et me semble-t-il, je le dis bien parce que demain, j'attends une réponse des services du secrétariat des affaires juridiques, me semble-t-il qu'à l'heure où nous parlons, vous et moi, mais avec mesdames, messieurs les parlementaires, députés, sénateurs, qu'il n'y a pas de risque d'inconstitutionnalité. Voilà pour la première réponse. Vous dire que, monsieur le sénateur, vous avez quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, mais sur le risque, je suis à peu près d'accord, mais on n'est pas à l'abri d'une demande ou quoi que ce soit. Vous savez, notre métier, notre travail, nous sommes suspendus à ces questions-là en permanence au gouvernement avec des projets de loi. C'est un trait presque habituel que nous connaissons et nous savons y faire face en prenant les précautions d'usage. Surtout que ce n'est pas contraire à la libre administration des collectivités locales parce que nous fixons un cadre législatif pour la gouvernance en co-construction avec les élus parce que la gestion reste et restera pour les collectivités. S'agissant de la question pourquoi passer par la loi alors que la création de syndicats mixtes ouverts est déjà prévue dans le cadre commun, vous avez dit, est-ce que
et vous avez parlé de la présence des collectivités qui ne seraient pas d'accord. Je ne suis pas dans l'ordre, Monsieur le Président. Cela fait 10 ans que l'ambition de créer, me semble-t-il, une structure unique de l'eau est portée par nous tous. Je dis bien nous tous, sans que nous y soyons parvenus. Et ces dernières semaines, vraiment, je dois féliciter encore, et je le ferai tout au long de cette audition, l'ensemble des collectivités par leur biais, par leur président et la présidente, aussi bien des 2 collectivités majeures que des EPCI, eh bien, qui ont tout fait pour justement tenter d'arriver à une solution. Et je le dis bien, les 2 projets se regardent. Mais l'objectif, c'est d'avoir une gouvernance unifiée, ce dont nous voulons tous légitimement. On ne peut pas organiser le financement et le pilotage de la gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe si les EPCI qui comptent le plus d'habitants n'en font pas partie. Je crois que ce qui nous a manqué, c'est du dialogue, de la co-construction, de l'échange et surtout du recul, comme je l'ai dit en préambule, de la hauteur de vue, de l'organisation, de la compétence sur un sujet éminemment technique, un sujet hydraulique, du recul par rapport à la situation. Je tiens à rappeler, et je le rappellerai aussi pendant tout le long de cette audition, c'est une proposition de loi à l'initiative de Dominique Théophile et de moi-même, tous 2 de Guadeloupe, et surtout notre ambition, je le dis bien, n'est pas de déposséder les élus de leurs compétences, ni de les déresponsabiliser. C'est tout le contraire. Nous co-construisons avec eux le cadre législatif que nous souhaitons, s'ils souhaitent qu'on aille jusqu'au bout. Et nous souhaitons donner à la future structure unique de l'eau potable et de l'assainissement de Guadeloupe. Preuve en est les nombreuses auditions et échanges que nous organisons avec l'ensemble des acteurs, je le dis bien, publics et privés, sur le sujet de l'eau, un sujet très complexe. Monsieur le sénateur? Oui, alors ce que je voulais dire, on va revenir pour pouvoir balayer, bien évidemment, même si ce ne serait pas dans l'ordre, l'ensemble des questions. Ce que je voudrais dire pour fixer aussi la démarche, c'est faire une petite genèse de cette proposition de loi. Il y a de cela à peu près aujourd'hui, quand je regarde, à peu près 10 mois qu'on parle où le mot était lancé sur une loi qui pourrait venir régler la situation si un accord ne serait pas trouvé avec les élus locaux, et ça fait à peu près 10 mois. D'autant, il y a des gens qui pensaient, enfin beaucoup de personnes pensaient, que c'était un projet de loi que le gouvernement allait préparer. Et là, c'est à partir de cet instant-là que la réflexion a été menée. Et en se disant, et après une discussion une fois, 2 fois, et voire 3 fois, où j'ai rencontré Madame Benin, nous avons avancé dans le temps, sur la question justement de l'action sur le local des élus, les échecs, les rendez-vous manqués, par rapport à un projet de loi qui viendrait régler ça. Là, on n'était pas franchement sur cette longueur d'onde. On se disait, mais si nous passons par un projet de loi, le gouvernement aura toute la main. On sait comment ça se passe, un projet de loi où les amendements sont très, très cadrés et très rigides et ça ne permet pas totalement de pouvoir faire passer un certain nombre d'amendements et faire en sorte que le débat soit totalement ouvert convenablement. Une proposition de loi permettrait de reprendre la main quelque part au niveau local et de permettre des auditions beaucoup plus fines, aller beaucoup plus près sur la situation. Et c'est ainsi que nous avons rencontré, nous avons demandé, nous avons rencontré effectivement les services de l'État et nous avons dit que nous allons déposer une proposition de loi en partant de ce que vous avez évoqué sur la possibilité de légiférer sur cette affaire. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Nous avons échangé avec un peu tout le monde sur la question. Et nous pensions que, réunion après réunion, que les choses pouvaient avancer au niveau de nos collègues élus.
Et nous avons dit très clairement et très simplement, et nous le martelons encore aujourd'hui, la proposition de loi regarde en face, eh bien, les actions des élus. La proposition de loi, nous avons la main sur la proposition. Nous pouvons arrêter le dispositif comme nous pouvons le faire. Et en cela, le regard que nous disons ensemble, à côté, eh bien, nous avons fait cela pendant près d'1 mois et demi. Et nous voyons que les choses sont un peu difficiles parce qu'il y a des enjeux, c'est douloureux, on l'a dit, le consensus est difficile et on le sait. Par contre, nous avons entendu, et là où nous sommes tous d'accord à l'unanimité, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure unique ou une nouvelle gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Alors, par quel chemin? Alors, il y a l'objectif et il y a le chemin pour y arriver. Et donc, nous laissons encore, et nous l'avons laissé, toute la latitude. Et vous avez, et tout le monde a bien compris qu'il n'y avait pas une volonté d'entraver la démarche des élus, puisque cette démarche est encore possible. Mais ce qui est arrêté, suivant un certain nombre de positions, puisqu'il y a des positions tranchées, tout le monde peut avoir sa position, c'est que ce qui se dessine en disant que nous pouvons créer notre structure unique par nous-mêmes, par les collectivités, mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'une loi pour créer ça. Mais la réponse qui serait donnée, ce serait une réponse totalement complète par rapport à la revendication de 2009, par rapport aux attentes de la population, qui est le mot structure unique. Faire sans tous les EPCI sur le territoire considéré n'est pas une structure unique. C'est un grand, un SMO qui réunirait des EPCI, mais pas la structure unique, puisque le peuple ne connaît pas SMO pour la plupart. Mais par contre, retient et sait que c'est une structure unique. C'est en cela, et tout le monde est d'accord sur la structure unique, mais il y a des freins. Et quand on regarde bien la maquette de la proposition de loi, qui reprend pratiquement à 99% la délibération qui a été prise par les collectivités il y a de cela à peu près 2 mois. Donc, il y a là, presque une incompréhension, mais on peut soulever, je crois que c'est dans l'intelligence qu'on arrivera à faire des choses merveilleuses pour le pays. Et puis, les questions, est-ce que la proposition de loi ne pouvait pas envisager la question du personnel, des financements? Nous avons voulu faire une proposition de loi light pour permettre justement qu'il y ait le maximum d'amendements après les discussions, après les rencontres. Permettre aux élus d'apporter leur pierre contributive à ce dossier-là. C'est pour cette raison que nous avons voulu faire cette proposition de loi en 2-3 articles et laisser la place, par exemple, sur la question de l'entrée des usagers. C'est une question qui est ouverte aujourd'hui. La question du financement, je ne parle pas du financement du SMO en tant que structure, mais de la sécurité du financement des équipements et des investissements. Laissez cela pour la grande discussion. La proposition de loi n'est pas les statuts. Ce ne sont pas les statuts que nous allons retrouver dans la proposition de loi, puisque la proposition de loi dit bien dans son article 1, ce sont les présidents de PCI en co-construction quelque part, même si ce n'est pas un mot légistique, mais en co-construction avec le représentant de l'État. Donc, il faudra bâtir après le vote de la proposition, le vote de la loi, il faudra bâtir demain et rapidement les statuts du SMO et commencer à engager le chantier, puisque l'avènement du SMO, ce n'est pas le règlement de la situation de l'eau en Guadeloupe. C'est justement la première pierre qui va être inaugurée en disant maintenant, nous allons construire autour du syndicat mixte ouvert la nouvelle gouvernance de l'eau et s'en inquiéter sur tous les aspects, organisation, équipement, financement et voir même comment aborder très rapidement la question des opérateurs.
La proposition de loi non plus n'enlève pas la compétence des élus quand on regarde la loi NOTRe. C'est éminemment et ça reste la compétence des EPCI qui sont membres du syndicat mixte ouvert. Voilà les quelques mots que je voulais dire sur la philosophie pour un peu atténuer les crispations et puis parfois les incompréhensions ou quelques petits débordements sur les expressions. Donc, une fois que nous avons dit ça, Monsieur le Président, vous avez parlé du financement et c'était la question numéro 2. Alors, il faudrait peut-être nous préciser financement de la structure qui va se mettre en place en tant que structure SMO, ou vous pouvez parler du financement du projet global sur sa capacité à recevoir des financements complémentaires pour répondre à la principale question qui se situe sur les équipements, les investissements à réaliser. Donc, je voulais avoir cette précision-là. Merci, Monsieur le Sénateur, pour cette précision. Je pense aux deux. Tout d'abord, la structure mixte ouverte et puis, plus généralement, la capacité à faire les investissements pour l'eau et l'assainissement. Je laisse la réponse à la structure et je prendrai les capacités d'investissement comme réponse à Justine Bénin. Merci, Monsieur le Président. Pour les aspects financiers, vous l'avez vu, alors son article 1er, où nous parlons de la création, nous parlons des modalités de répartition pour les collectivités majeures et l'ensemble des EPCI, mais je dis que pour les aspects financiers, et j'ai bien compris ce que vous souhaitez dire, il y a le projet de loi de finances et les collectivités. Je pense que cela ne peut pas simplement se régler dans la proposition de loi, et c'est justement le but de la proposition de loi qui est de poser les bases d'une gouvernance unifiée et plus efficace pour avoir des financements mutualisés et de solliciter plus facilement des financements, aussi bien auprès de l'État, auprès de l'AFD, auprès des différents financeurs et de la Caisse des dépôts que nous connaissons. Et c'est très important. Je laisserai le sénateur Théophile pour prolonger la réponse. Oui. Alors, sur prolonger la réponse de Madame la députée sur les investissements. Alors, une fois que nous avons, et tout à l'heure, écouté le constat de Madame la députée sur le sujet en question de l'eau et de son organisation et les financements qui sont nécessaires à venir dans le cadre de la structure, en tout cas du syndicat mixte ouvert. Vous le savez comme moi, les études ont déjà avancé quelques montants qui évoluent ou pas, mais qui restent de l'ordre puisque nous parlons de l'eau potable, Monsieur le Président, mais n'oublions pas que ce n'est pas seulement le problème de l'eau potable. Et la loi ne règle pas le problème de l'eau potable, simplement n'aborde pas le problème de l'eau potable simplement. Nous abordons le problème de l'assainissement, de l'eau potable et de la ressource en eau. Et juste une petite parenthèse de la ressource en eau, la Guadeloupe, c'est le territoire, toute proportion gardée, qui produit plus d'eau par habitant et par an en termes de capacité d'eau par habitant, de notre capacité, ce qui est étonnant d'ailleurs par rapport à la situation que nous vivons. C'est 3000 mètres cubes d'eau par habitant pour l'Hexagone et 7000 mètres cubes d'eau par habitant pour la Guadeloupe. Vous avez une capacité en ressources et donc, et si le monde un peu à l'envers, ce qui nous manque, c'est acheminer l'eau en qualité, en quantité, en permanence pour nos compatriotes et cela demande un investissement colossal sur non seulement la canalisation qui est pointée du doigt puisque la canalisation est fuyarde, mais aussi nos équipements, c'est-à-dire les usines, les surpresseurs, bref, tous ceux qui concourent à la production et à la distribution de l'eau pour l'eau potable. Il faut compter aujourd'hui aux environs de 850 millions selon les estimations, ça peut être évolué, mais nous sommes un peu à peu près, et à peu près 550 millions pour l'assainissement. L'assainissement, c'est, je dirais, c'est la petite bombe à retardement. On se focalise beaucoup sur l'eau potable parce que
on boit l'eau, l'eau c'est la vie et vraiment on ne joue pas avec ça, c'est la santé. Mais il y a aussi l'assainissement compte tenu de tout ce que nous savons, les enjeux environnementaux pour l'assainissement et la topographie et les difficultés pour pouvoir assainir tout le territoire. Donc 550 millions aujourd'hui et chaque mois qui passe fait augmenter la facture. Il va falloir mobiliser à peu près 1 milliard, 1,2 milliard pour répondre à la question et pour être au minimum dans ce qu'on appelle techniquement pour l'eau potable à un rendement de réseau qui dépasserait les 65%. Et là, on commence à être dans le à peu près bon à partir de 65% pour remonter jusqu'à 75-80. On a un bon rendement d'eau, c'est-à-dire quand vous produisez 1000 litres d'eau et vous pouvez distribuer 700 litres, c'est déjà un bon rendement de réseau. Mais quand vous produisez, et c'est notre cas ici dans notre département, quand on produit 1000 litres d'eau, eh bien il y a 350 litres qui arrivent au robinet, soit ce qu'on appelle un rendement de réseau de pratiquement 38 à 40% au maximum. Ce qui nécessite et ce qui engendre des pertes d'exploitation. Puisque quand vous produisez l'eau, vous avez des intrants, vous utilisez des machines, vous utilisez du personnel pour produire, il y a ce qu'on appelle un coût de production. Donc, si le coût de production est déjà élevé et au robinet, vous perdez en ligne, eh bien, votre maquette financière, bien évidemment, nos structures deviennent rapidement déficitaires. Donc, le financement de ces investissements, le fait de créer une structure unique, c'est comme si vous avez un commerce et, et autour de vous, vous avez des petits commerces et vous vous rassemblez pour travailler avec une centrale d'achat. Donc, vous aurez les coûts qui vont diminuer et vous serez servi, je veux dire, d'une manière beaucoup plus conséquente et puis avec des produits beaucoup plus, je veux dire, à la mesure. Donc, c'est un peu ça. La mutualisation sur cette question d'eau nous permettra de mobiliser plus facilement et d'avoir une crédibilité auprès des pôles bancaires, mais aussi auprès de l'État, une pression beaucoup plus conséquente par les élus avec une force, mais aussi aller chercher là où nous pouvons le trouver sur les fonds européens et sur la MAPS. Donc, une nécessité de créer cette structure unique pour retrouver le financement qui est nécessaire et qui, selon les prévisions, il nous faudra à peu près pour arriver vraiment à ce que je viens d'indiquer comme performance, eh bien, au bout des 10 années. Donc, si vous divisez les 1,2 milliard, vous allez voir que nous devons mobiliser chaque année un certain nombre de financements. Et en cela, c'est monsieur le député Servat qui le disait, il faut le RIB. Eh bien, nous allons pouvoir avoir le RIB et dire voilà, cette masse que nous pouvons mutualiser pour pouvoir aller chercher des financements. Et c'est pour cette raison que je dis là qu'on s'arrête beaucoup, mais c'est nécessaire quand on va construire une maison, on regarde où on va trouver le terrain, si le terrain est bien placé. Donc, on prend plus de temps parfois à trouver le terrain qu'à construire parce que le choix est définitif. Donc, une fois passé la création du SMO, c'est-à-dire du syndicat mixte ouvert, la structure unique, le gros travail va commencer parce que il y a un travail nécessaire sur le personnel. C'est difficile parce qu'il va falloir redispatcher le personnel. Il va falloir aussi trouver les voies et moyens pour mettre en place des systèmes où nous pouvons trouver les mêmes process au niveau des territoires. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le matériel que vous avez au nord Basse-Terre, au sud Basse-Terre, au nord Grande-Terre et au centre, le matériel utilisé pour produire l'eau, pour distribuer de l'eau, tous ces matériels-là sont différents. Il n'y a pas de, je veux dire, de chaînage entre ces matériels et ça va de la pompe jusqu'à, je veux dire, du gros matériel qui fait fonctionner l'usine. Donc, toutes ces questions-là seront sur la table. Et aussi, bien évidemment, la question de l'acheminement de l'eau et de la réserve en eau. Et donc, la question du financement, nous devons nous montrer à la hauteur pour pouvoir les mobiliser. Et puis, bien évidemment, quelle que soit la situation, même si
et c'est notre vœu, qu'on trouve une solution sans passer par la loi ou passer par la loi, ça ne change en rien notre capacité, notre volonté et détermination à trouver les fonds. Quelle que soit la situation, ce sera le même sujet pour trouver les fonds. Ce qui nous intéresse, peu importe la voiture qui nous emmènera à destination, dès lors que nous arrivons à destination tranquillement et nous arrivons à résoudre un problème qui concerne le développement touristique, le développement économique, la santé de nos populations. Et donc, par conséquent, on ne doit pas lésiner et prendre ce problème ni par le bout de l'idéologie, ni de la trop de sémantique là-dessus. Il faut prendre ce problème d'une manière très pragmatique et avec beaucoup, un peu, même si nous ne sommes pas des techniciens. D'ailleurs, l'élu est là pour écouter. Mais nous devons avoir beaucoup plus d'attention, plus que jamais, oui, désormais, pour écouter nos ingénieurs, nos techniciens, leur donner la parole, les UJASés leur donner la parole puisqu'ils sont sur le terrain. C'est comme ça que nous allons arriver à mobiliser les financements. Mais une pression constante puisque l'État a sa part, et oui, l'État a sa part et le débat parlementaire va le prouver. Je suis confiant que nos collègues, nous savons le faire quand il y a des sujets qui transcendent nos partis. Nous savons le faire, nous l'avons déjà fait et récemment nous l'avons fait au Sénat, nous avons montré l'exemple. Nous allons le faire sur cette question-là. Je n'ai pas d'inquiétude parce qu'il nous faut être crédible pour avancer. Et voilà ce que je voulais dire. La question du financement n'est pas gagnée puisque c'est un combat. Et d'ailleurs, quelle que soit la situation, cette question-là ne sera pas gagnée sans une détermination et sans une prise en compte de nos particularités et nos discussions avec l'État qui est aussi garant de la sécurité sanitaire dans nos régions. Voilà un petit peu pour le financement. Ce n'est pas une réponse toute faite où oui, on va chercher. Non, non, non. Il faut construire la réponse, construire le chemin, parce que c'est là que le travail va commencer. La création du SMO n'est qu'un, je veux dire, je l'ai déjà dit, je le répète, n'est que le véhicule qui nous permettra d'aller là où nous devons aller pour pouvoir réussir. Voilà, sur la question du financement. Je laisserai à ma collègue. Merci, monsieur le sénateur. Sur la question de la répartition, monsieur le président, vous en avez fait état. Je pense que nous avons fait le choix d'avoir une répartition qui soit équilibrée et qui respecte l'équité territoriale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter des désunions. Éviter des désunions parce que selon la taille des intercommunalités, mais je sais par rapport aux auditions que nous avons depuis lundi, eh bien que c'est un vrai sujet, que ce point peut être sujet à débat et tout comme vous, je reste ouverte, tout comme l'ensemble des parlementaires lors de l'audition et aussi, je pense, comme monsieur le sénateur, sur la question de la répartition. Mais sur le texte, en tout cas le projet de proposition de loi, le texte initial, c'est vrai, nous avons opté pour une répartition équilibrée avec une certaine justesse. Monsieur le sénateur ? Nous nous sommes basés exactement sur le nombre de représentants. Je veux parler, nous ne sommes pas encore sur le sujet puisque ça fera débat, ce sera sujet à amendement, à discussion dans l'hémicycle ou avant sur la question de la représentation des usagers puisque c'est un point que nous n'avons pas voulu et nous ne pouvions pas le faire, nous n'avons pas la réponse exacte sur le mode opératoire. Nous laissons cette question-là au débat. Sur la question de la représentation des collectivités. Alors, nous nous sommes basés très exactement sur la délibération commune qui a été prise par les 4 PCI lors de la dernière, c'était après, il me semble, c'est le nombre exact. Après, s'est posé la question, pour certains, et c'est légitime d'ailleurs, plus, moins. Alors, sur quels critères, c'est là la difficulté, sur quels critères choisir le plus et le moins. Alors, est-ce que c'est un critère de plus de robinets? Est-ce que c'est un critère de là où se trouvent les usines de production? Parce que quand une usine de production se trouve sur un territoire, c'est comme si ça crée des désagréments probablement sur l'environnement et tout. Est-ce que, puis après, est-ce que le critère aussi, ce n'est pas le territoire qui transporte le plus de ressources?
Nous ne pouvons pas trancher là-dessus pour trouver un critère qui puisse dire pourquoi 2, pourquoi 1. Puisque nous avons estimé très sincèrement que le critère de 1 de plus, 2 de plus en représentant n'était pas le sujet central. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas tranché là-dessus. Mais comme tous les sujets dans la PPL, tout est à discussion puisque c'est une proposition de loi. Le débat et puis le bon sens nous permettra de voter, en tout cas quand il s'agira de voter, eh bien la solution qui nous semblera beaucoup plus appropriée pour notre outil. Monsieur le Président, vous avez posé la question des usagers. Vous voyez, Président, on déroule, parce que comme vous avez posé les 8 questions que j'ai notées, je déroule, si j'en oublie, bien sûr, vous allez nous rappeler à notre souvenir. Sur la question des usagers, c'est vrai que depuis le début de l'audition, où nous avons reçu aussi bien des EPCI que des associations d'usagers, et nous n'en avons pas terminé, nous leur avons dit, et d'ailleurs dans la PPL, il y a l'article 2 qui crée la commission consultative des usagers qui intègre les représentants des associations. Cette commission, me semble-t-il, permettra d'être consultée, en tout cas sur tous les sujets, les actes de gestion du syndicat mixte ouvert. Pour autant, bien les usagers nous disent par rapport au fait qu'il y ait rupture de contrat et donc pas d'eau très souvent dans les robinets, des difficultés en termes de facturation, rupture de la confiance. Ils nous disent non, qu'ils veulent être différemment traités. Et le souhait a été exprimé par les usagers, mais aussi par des EPCI, Cap Excellence, par des parlementaires aussi. Pour autant, me semble-t-il, et nous sommes des parlementaires, nous fabriquons la loi, nous sommes censés connaître. La législation en vigueur ne permet pas et ne nous le permet pas. Seuls des élus peuvent siéger au sein du conseil syndical de syndicat mixte ouvert. En revanche, je veux que nous puissions aller plus loin pour trouver un point d'équilibre. Cela peut passer par exemple à un droit de pétition, mais je le dis bien, nous y travaillons. Nous y travaillons, nous avons eu l'ensemble des associations d'usagers, nous y travaillons. Justement, le rôle des auditions, c'est pour entendre, c'est pour interroger, poser des questions, ouvrir le champ du possible, bien sûr par voie d'amendement, nous sommes au Parlement et au Sénat, et je me suis engagée à ce que nous apportions des garanties aux usagers pour qu'ils soient pleinement, je dis bien pleinement reconnus et associés. Et j'ai pris par exemple la Rénoc eau, la Rénoc assainissement, où au sein du conseil d'administration, il y a des usagers qui siègent. Et je leur ai demandé comment cela se passait, comment leur vécu, quelle plus-value. Et je puis vous dire que les réponses ont été extraordinaires, dire qu'ils comprennent mieux les difficultés. Ils sont au plus près des difficultés entre l'usager qui a une rupture de canalisation, qui n'a pas de pression, qui pourtant a acheté une citerne de récupération d'eau de pluie ou avoir une citerne tampon par rapport à l'eau potable, mais que toujours les difficultés subsistent. Et cette personne m'a même dit, cette représentante d'usagers au sein du conseil d'administration me dit, je suis bien traitée et on m'a affiliée par secteur, par territoire, des référents, et dès lors que j'ai une difficulté, dès lors qu'il y a une rupture, je suis informée. Vous dire que c'est important pour nous d'entendre cette voix, c'est important d'y travailler, et au moment opportun, je pense que nous aurons, et j'espère, des amendements, mais trouver un point d'équilibre pour les associés et qui soient pleinement reconnus les usagers. Monsieur le sénateur. Alors, sur les usagers, je n'ai rien à rajouter. Je crois que le débat, puisque nous les avons rencontrés, il
il y a des volontés, des souhaits qu'il faut entendre, qu'il faut analyser aussi en fonction des jurisprudences, puisqu'il y a eu quand même déjà des jurisprudences là-dessus. 2005, c'était une jurisprudence inverse, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la loi, il n'y avait pas encore l'alinéa sur le Code général des collectivités territoriales, l'alinéa 5 qui était rajouté. Et donc, le Conseil d'État avait donné raison pour faire participer les usagers au sein des SMO en tant que voie délibérative. Mais est venu corriger justement pour éviter cela avec le rajout de la linéa 5 dans le Code général des collectivités territoriales et qui spécifie d'ailleurs très clairement la dernière fois, au cours du renouvellement des conseils municipaux de 2020, eh bien, il ne sera plus question de faire entrer des usagers à voie délibérative. Donc, la loi, le rajout a mis un terme à cela. Et donc, nous entendons ça, il faut réfléchir, voir, discuter, voir comment nous pourrions associer au plus près. Donc, cela a déjà donné le mode de décision puisque nous ne l'avons pas. Mais le principal, c'est d'associer au plus près les usagers à la gouvernance, au plus près à la gouvernance de la structure pour que ces usagers soient entendus en produisant par le biais de rapports ou qu'ils aient l'œil sur les investissements, sur la ressource en eau, sur la qualité du service, sur un certain nombre de sujets qui sont de l'ordre du contrôle pour avoir un meilleur service. Alors, on va continuer à dérouler sur les questions. Oui, allez-y. Sur cette question, merci déjà pour toutes ces réponses. Sur cette question, toi, de la représentativité des usagers, mais Madame la députée Benet, vous avez donné donc plus d'informations en disant que pour l'instant, il serait en modalité consultative, mais que vous réfléchissez à un droit de pétition des usagers. Pourriez-vous nous en dire plus? Et pourriez-vous nous dire aussi votre vision de la représentativité des chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers, Chambre de l'agriculture et des salariés, s'il vous plaît? Alors, je vous ai dit que nous travaillons à ce que les usagers soient pleinement reconnus et associés. Et j'ai donné un exemple, le droit à pétition. Mais tant que nous n'avons pas fini pleinement les auditions, nous en aurons terminé demain. D'ailleurs, pour répondre à la deuxième partie de la question, Monsieur le Président, demain, nous recevons les organisations patronales avec la Chambre consulaire, la CCI des îles de Guadeloupe, la Chambre des métiers par la voix de leur président. Et donc, nous allons pouvoir discuter, échanger valablement avec eux par rapport au fait s'ils seront associés, s'ils le souhaitent, comment ferons-nous et comment nous allons pouvoir travailler par voie d'amendement. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas répondre à la question. Nous sommes toujours dans le cadre des auditions, Monsieur le Président. J'espère ne pas vous avoir déçu en vous répondant cela. Alors, Président, Monsieur le Président. Merci, je comprends tout à fait ça, que le travail lors des auditions, c'est un moment important de consultation, j'allais dire de la base, pour en tirer le meilleur. Oui, alors, Président, vous avez posé différentes questions. Vous ne l'avez pas dit de manière, c'est pas le verbatim ni le texto, mais je le dis, est-ce que cette PPL acte la dissolution du SIAG et des autres structures existantes? Vous ne l'avez pas dit, mais je le reprends à mon compte. Je veux être claire avec vous, avec l'ensemble des parlementaires et avec la population guadeloupéenne. Dire que cette PPL pose comme objectif d'unifier la gouvernance. Il n'enlève rien à la possibilité des élus d'organiser l'exploitation. On est bien dans une logique de gouvernance, de pilotage, de planification de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Et d'ailleurs, cette PPL ne concerne pas spécifiquement le SIAG. D'ailleurs, j'ai rencontré le président Ferdi Louisi
J'ai eu, et d'ailleurs, je reconnais ses qualités, son travail qu'il effectue au quotidien, non seulement en tant que maire de Guayac, mais en tant que président de la structure SIAG. Et je l'ai rencontré, je l'ai auditionné, j'ai eu à discuter avec lui pendant près de 2 heures, où nous avons discuté en bonne intelligence sur bien cette matière, ce sujet ô combien complexe qui est l'eau. Et je peux vous le dire, vraiment, sans passion, mais en bonne intelligence entre des hommes et des femmes responsables de notre territoire de la Guadeloupe. Alors, vous avez parlé du projet de loi 4D. Ne serait-il pas plus judicieux de passer par le projet de loi 4D? Juste un petit rappel. Vous l'avez dit dans vos propos liminaires, la PPL sera examinée le 20 janvier en commission des lois et le 28 janvier, si c'est la proposition de loi, bien sûr, je dis bien les deux projets se regardent, elle sera ensuite examinée en mars au Sénat, portée par le sénateur Dominique Théophile. Sur ce texte, il y a ce qu'on appelle la procédure accélérée. Il devrait donc être définitivement adopté donc avant l'été. Je sais que bon nombre de mes collègues ont pu émettre l'idée que cela se passe par le projet 4D, je l'ai dit en préambule, décentralisation, déconcentration, différenciation, décomplexification. Et d'ailleurs, je m'interroge sur ce point, j'ai des réticences. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas une bonne idée que de passer par un projet de loi du gouvernement pour légiférer sur ce sujet ô combien sensible. Je l'avais dit sur une presse, je ne souhaitais pas que ce soit un projet de loi porté par le gouvernement, ni un décret du gouvernement. Je pense que cette PPL a le mérite d'être portée par 2 élus de Guadeloupe, lorsque nous savons qu'en question au gouvernement, eh bien, il y a d'autres parlementaires de tous bords et d'autres horizons qui avaient déjà porté la question de l'eau au niveau de l'hémicycle et de la représentation nationale. Elle est travaillée, concertée, je souhaite vraiment concerter avec l'ensemble des élus de Guadeloupe, les associations d'usagers, les socioprofessionnels, et c'est tout l'enjeu. Je le dis bien, je le dis, et je mesure la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui, c'est tout l'enjeu en tout cas, des auditions que nous avons démarrées depuis lundi et que nous continuons jusqu'à demain. Monsieur le sénateur. Très exact. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de noyer un sujet éminemment, je l'ai dit, douloureux, qui nous concerne et qui crée toutes les conditions, à mon avis, si tout le monde s'y met, de noyer cette PPL dans un projet de loi. Alors, ce serait le contraire de ce qu'on dit, puisqu'on nous dit c'est Paris qui va décider par la proposition de loi. Bon, on n'a pas la possibilité de décentraliser le Parlement et de venir le faire en Guadeloupe. Ce n'est pas Paris, ce sont des Guadeloupéens qui siègent à Paris au Parlement. Donc, noyer encore la PPL dans un projet de loi qui est travaillé directement dans un ensemble, je crois que ce n'est pas pertinent. Mais je crois aussi que, eh bien, pour la suite et pour construire et pour muscler, puisque même si nous passons par la loi et quelle que soit la situation, la vie des collectivités bouge à chaque loi qui concerne les collectivités. La question, je veux dire, de la compétence de collectivité, et cette question-là est décidée par une loi. C'est la loi qui donne une compétence, c'est la loi qui enlève une compétence, c'est la loi qui renforce une compétence. Et de toutes les manières, quelle que soit la situation des compétences, c'est fait par la loi. Donc, ce qui est pris n'est plus à prendre. Je crois qu'il faut se concentrer sur un sujet qui demande, je veux dire, beaucoup d'attention, mais nous sommes dans un calendrier contraint pour pouvoir organiser et pouvoir conclure en 2021 et aborder je veux dire, ce sujet-là avec beaucoup plus de sérénité. Je crois revenir sur une loi 4D où l'avant-projet vient de sortir. Ce sera déposé, ce sera discuté en Conseil des ministres, je crois, la semaine prochaine. Donc, je crois qu'il faut garder la PPL et assurer le maximum, je veux dire, de discussion, de débat sur cette PPL. Alors, je voudrais revenir sur, et rapidement, je ne vais pas trop rester sur la question du SIAG et la PPL.
alors c'est le président Luizy lui-même, heureusement, qui l'a communiqué là-dessus, que la PPL n'était pas du tout en relation directe avec la question du SIAG. Et d'ailleurs, la question du SIAG a été discutée avec des élus pendant plus d'1 an. Donc cette question-là a été réglée entre le va-et-vient qui s'est fait et les constats avec les élus locaux eux-mêmes et le préfet. Et puis, le Conseil d'État s'est prononcé, il me semble, au mois d'octobre et a donné un avis favorable pour la dissolution du SIAG et que le gouvernement doit prendre un décret. Et ce décret qui a été reporté une fois et nous y travaillons si nous arrivons à le faire pour laisser le soin à une transition qui soit souple et beaucoup, je veux dire, plus intelligente, donner encore un peu de vie encore au SIAG pour pouvoir aborder cette transition-là. Mais la proposition de loi n'a pas du tout, elle n'est pas façonnée, et c'est le président du SIAG qui le dit, donc ça me conforte. Ce n'est pas, je veux dire, pour arrêter le SIAG ou fermer le SIAG. La proposition de loi elle vient après la situation du SIAG. Voilà, et puis, bon, je laisse la parole à Madame la députée Justine. Je suis en train de voir si nous avons fait le tour. Oui. Je voulais juste... Vous avez, oui, en tout cas, vous avez répondu en tout cas aux 8 questions que j'ai posées. Mais je voulais faire Président, je voulais juste dire une petite chose, parce que la question m'a été posée en audition. Pourquoi avoir fait le choix d'intégrer la région et le département? Je dis qu'il s'agit quand même, la région et le département, depuis des années, contribuent de manière solidaire, alors que ce n'est pas de leur compétence, à l'amélioration du réseau, au financement des stations d'épuration, au renouvellement des canalisations et bien d'autres, en tout cas assurent déjà des financements en matière d'investissement, aussi bien de l'eau que de l'assainissement. Et donc, les 2 collectivités majeures contribuent en ce sens des partenaires, mais incontournables. C'est la raison pour laquelle nous avons cru bon, eh bien, qu'il convenait d'intégrer à la structure unique, parce que bien sûr, c'est de la gouvernance pour co-construire la planification des priorités d'ouvrages à mener. Et je rappelle que c'est une question de solidarité qui l'ont menée à bien depuis fort nombre d'années, depuis très très longtemps. Et pour mémoire, quand même, le département a une compétence sur l'eau, à travers, bien sûr, l'Office de l'eau, qui détermine le schéma régional de gestion des eaux. C'est très, très important. Je voulais rajouter cela, voilà, pour que les choses soient clarifiées. Merci beaucoup, Madame la Et puis c'est, juste 2 mots sur cela, et puis c'est une volonté des 2 collectivités majeures. C'est un choix que ces collectivités ont déjà fait. C'est ce choix-là qu'ils ont, un choix fait déjà par une délibération et même une délibération sur la maquette des statuts qui sont en cours actuellement. Merci beaucoup, Madame la députée Justine Bénin, le député Dominique Théophile, pour la précision de vos réponses aux 8 questions que j'ai posées. La parole maintenant circule au député de la délégation, Maïna Sage. Chère Maïna, bonne année. Beaucoup de santé pour vous et pour vos proches et beaucoup de joie. Vous avez la parole, chère Maïna. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Bonjour. Je vais être rapide. Bonjour, Monsieur le Président, ma chère collègue Justine Président, Bénin. si elle peut parler plus fort. Vous m'entendez? Pas assez fort, Maïna, un peu plus fort. Et là? Mieux, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Je vais voir. Là, oui, vous bon, m'entendez mieux? C'est très bien. Ah, ok. Excusez-moi. Oui, je vous souhaitais d'abord mes meilleurs vœux à vous tous. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier et féliciter nos collègues Justine Bénin et Dominique Théophile. C'est tellement rare qu'on a la chance d'avoir également les deux représentants des 2 assemblées. Donc voilà, bon courage. Je sais que c'est pas un sujet évident.
Moi, je garde quand même en tête le sujet primordial qui est celui d'améliorer le service public auprès de nos concitoyens guadeloupéens. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Vous essayez là de proposer une solution. Je vois qu'il y a eu beaucoup de concertations pour vraiment arriver à un texte consensuel. J'espère qu'on pourra, tout au long de ces discussions, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, peut-être trouver toutes les solutions pour permettre l'arrivée, entre guillemets, paisible de ce SMO. J'aurais juste souhaité savoir si vous pourriez nous transmettre aussi les délibérations qui ont été prises il y a 1 mois ou 2, je crois, qui sont quasi à l'identique de la proposition que vous faites et qui démontrent bien aussi la volonté locale d'avancer sur ce sujet. Bien sûr, c'est un sujet entier, donc on reste toujours à l'écoute de vous tous, mes chers collègues. Merci aussi aux questions pertinentes de notre président. C'est vrai que nous-mêmes, ici en Polynésie, nous avons eu des difficultés à mettre en place un SMO pour la gestion des déchets, notamment. Et pour arriver à des points de convergence avec l'ensemble des partis, c'est pas toujours évident. Je voulais juste dire un petit mot sur la loi 4D, Monsieur le Président, parce que c'est vrai que ça pourrait être tentant pour nous de le passer peut-être, de venir le compléter dans la loi 4D. Toujours est-il que sur le calendrier, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la loi 4D. Et je voudrais savoir si, en tant que président de la délégation aux Outre-mer, vous êtes peut-être déjà associé. Pouvez-vous nous confirmer qu'il y aura bien un volet aussi qui sera dédié à nos territoires? J'ai vu une note passer d'un avant-projet avec une partie qui était essentiellement portée sur les risques naturels. Là aussi, c'est un sujet qu'on avait traité et qui m'avait amené d'ailleurs en Guadeloupe il y a 2 ans, mais qu'on souhaite voir aboutir, puisqu'une délégation interministérielle au risque majeur a été créée en ce sens. Bon, je sors un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais ça reste un sujet ultramarin qui nous concerne tous. Voilà, bon courage encore à vous tous. On continuera à suivre le passage de cette proposition de loi que notre groupe, sur le principe, soutient. Merci. Merci beaucoup, chère Maïna, pour ces encouragements justifiés. Et concernant votre question sur la loi 4D, oui, il y aura un volet Outre-mer et j'ai même l'idée de soumettre très prochainement à la délégation aux Outre-mer, je vous le livre là, l'idée peut-être de nommer 2 co-rapporteurs pour peut-être synthétiser les propositions des Outre-mer pour pouvoir enrichir ce titre Outre-mer et qu'il soit le plus consensuel possible à partir des travaux de la délégation. Donc assez rapidement, je reviendrai vers vous sur ça. Et en principe, le calendrier, c'est premier trimestre 2021. Madame la députée Maude Petit, chère Maude, vous avez la parole. Oui, bonsoir ou bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir, bonjour, mes chers collègues. Je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, vous aviez posé, cher collègue Olivier Servat, beaucoup de questions qui reprenaient très probablement, puisque je n'ai pas pu tout entendre, mais les interventions qu'il y avait eu lors de l'audition d'hier. Je suis heureuse d'avoir entendu aussi nos collègues Justine, coucou Justine, et le sénateur Théophile, parce qu'il était nécessaire pour moi aussi d'entendre bien évidemment votre parole. Hier, lors des auditions, ça a tangué un petit peu parce que les intervenants nous expliquaient qu'ils n'étaient pas forcément favorables à une proposition de loi, mais plutôt à ce que les acteurs locaux se saisissent d'une raison d'entendre vos arguments. Ce qu'il en sort, c'est que le but, c'est de faire en sorte à ce que le service public de l'eau en Guadeloupe soit efficace et fonctionnel et qu'a priori, tout le monde est d'accord sur le fond. Comme l'a précisé le sénateur Théophile tout à l'heure, la question est juste de savoir quel véhicule utiliser. Mais si effectivement, par la loi, on peut faire avancer les choses et donner un cadre, une réflexion aussi lors des débats parlementaires, pourquoi effectivement se priver de ce cadre-là? Voilà, j'étais en réflexion hier, vous avez apporté quelques réponses, je sais qu'il manque beaucoup de réponses quand même aussi sur certains sujets comme par exemple la représentation des usagers, la représentation
des syndicats, si j'ai bien compris, mais visiblement on avance dans le bon sens. Voilà, c'est la toute petite intervention que je voulais faire et je remercie bien évidemment nos collègues pour le travail qu'ils ont accompli, les réponses qu'ils nous ont apportées ce soir ou ce matin, c'est selon. Président. Oui, merci Madame la députée Maud Petit. D'ailleurs, vous avez été très utile hier dans les échanges pour permettre à chacune de s'exprimer et merci pour cela. Madame la députée Bénin, vous avez la parole. Ce que je voulais rajouter, Président, c'est que au niveau des usagers, il y a 3 écoles. Il y a une école, effectivement, qui dit, voilà, de toute façon, tous, ils disent que la confiance est rompue, il faut vraiment qu'on soit pleinement reconnu, il faut vraiment qu'on soit écouté, il faut vraiment qu'il y ait un lien, qu'il y ait un référent. D'ailleurs, on a même parlé de conférence des usagers. Donc, il y a cette première école qui veut être vraiment associée à la gouvernance. Vous avez une autre école qui parle de conseil de surveillance, mais vous avez une autre école aussi d'associations d'usagers qui ne veulent en aucun cas faire partie de la structure décisionnaire. D'ailleurs, c'est cette partie des usagers que je rencontre demain matin dans le cadre d'une table ronde qui vraiment, je pense, vaut le détour demain avec l'ensemble des associations d'usagers autour d'une grande organisation syndicale de Guadeloupe. Voilà ce que je voulais préciser à la représentante, en tout cas aux parlementaires, députés et sénateurs. Merci Madame Bénin. Monsieur le député Hubert Julien Laferrière, vous avez la parole. Oui, attendez une seconde. D'accord, nous attendons, Hubert. Non, parce qu'il y a de la musique un peu fort. Oui, merci vraiment beaucoup parce que c'est évidemment passionnant. Moi, je connais pas, je connais un peu l'outre-mer, mais je ne connais pas du tout la Guadeloupe. Et en tout cas, merci pour ce travail, parce qu'on voit bien, et vous l'avez bien expliqué, évidemment l'importance d'avoir un service public de la ressource en eau qui soit optimum pour les habitants de la Guadeloupe et qui peut se heurter, si je peux employer ce terme, effectivement à une peur des élus locaux de dessaisie de cette compétence légale qui est la compétence en matière d'eau et d'assainissement. C'est vrai quand on passe déjà de la commune à l'EPCI, certains élus ne siègent pas dans les PCI, donc se sentent dessaisis et ensuite quand on crée effectivement un tel établissement public, à nouveau ça fait peur à certains élus, mais c'est bien l'enjeu, c'est bien la ressource en eau et un service qui soit optimum pour les citoyens. Alors vous avez fait état de certains obstacles juridiques. Alors, enfin, la peur des élus locaux, c'est pas de l'obstacle juridique puisqu'on est évidemment dans le cadre de la loi, mais on sent bien effectivement, enfin vous l'avez dit vous-même, qu'il y avait une réticence tout en disant ils ne sont pas du tout dessaisis puisque les EPCI siègent dans le syndicat mixte. Mais vous avez fait état aussi, et puis Monsieur le Président en a reparlé, de risque d'inconstitutionnalité. Et alors, pardon, j'ai peut-être raté un épisode, mais je ne vois pas là. Est-ce que vous avez dit quel est le risque d'inconstitutionnalité? Parce que moi, je ne vois pas où peut être le risque d'inconstitutionnalité dans la création d'un tel syndicat mixte de l'eau. Voilà, j'avais juste cette question-là, et encore merci parce que ça nous fait bien prendre conscience des enjeux qui sont les vôtres ici en Guadeloupe. Merci, Monsieur le député Julien Ferrière, chers collègues parlementaires, pour plutôt risque d'inconstitutionnalité. Pourquoi? Merci. Ce que j'ai dit, parce que le président a posé la question, cher collègue Julien Laferrière, le président a posé la question s'il n'y avait pas de risque d'inconstitutionnalité. Je lui ai dit que nous en avions fait la demande. C'est vrai qu'au début, on voulait que le président de l'Assemblée fasse la demande, mais nous avons fait la demande. Nous avons consulté la DGCRL et je disais, que pour ma part, il n'y avait pas de risque d'inconstitutionnalité parce que ce n'est pas contraire. La création du SMO n'est pas contraire à la libre administration des collectivités locales, car on fixe un cadre législatif pour la gouvernance
en co-construction avec les élus, parce que les élus gardent la main. C'est ce qui est important de noter. Au niveau du SMO, il y a qui? Vous avez les 2 collectivités majeures et l'ensemble des EPCI. Ce sont des élus. Et même que dans le cadre des auditions, l'on nous a demandé que l'État, plus d'engagement de la part de l'État, que l'État fasse partie du SMO. Je peux vous dire que la question a été posée à monsieur le président de l'association des maires qui a répondu très clairement, qu'il n'en voyait pas la pertinence. Donc, voilà ce que j'avais dit. J'avais répondu, cher collègue Julien Laferrière, à une question posée par monsieur le président Olivier Servat. Président, si vous permettez, je souhaite rappeler 3 petites choses. Je souhaite juste rappeler, vous permettez? Merci. Je souhaite juste rappeler, on l'a dit, qu'il n'y a pas de lien direct entre la PPL avec le CIAL. Et on l'a dit, nous l'avons répété, nous avons rencontré le président Ferdi Louisi, avec qui nous avons eu un dialogue constructif, des échanges intelligents, et ça c'est important de le noter. Je rappelle qu'il n'y a pas de manigance, tout simplement parce que Dominique Théophile, qui a travaillé pendant très longtemps au niveau de l'eau, le sujet hydraulique qu'il maîtrise parfaitement, et moi-même qui ai eu une petite expérience dans la gestion d'un syndicat intercommunal des eaux, parce que je rappelle qu'en 2009, il y avait plus de 13-14 entités gestionnaires d'eau. Il a fallu attendre la loi de Mitré pour que le transfert ait lieu au niveau des communautés d'agglomération, certaines régies, 2 régies de Guadeloupe, et bien évidemment, l'entité organisatrice, la collectivité dont tous nous parlons. Ce n'est pas une manigance, bien au contraire, c'est un travail de fond entre des parlementaires élus de Guadeloupe. Et puis dire que notre rôle, lorsque moi j'ai été élue parlementaire, j'ai eu à le dire très souvent auprès des populations, le rôle du parlementaire, c'est quoi? C'est faire le lien avec son territoire, porter les sujets de son territoire au niveau de la représentation nationale et surtout chercher à être au cœur des réalités des territoires. Bien, c'est tout simplement, c'est ce que nous faisons avec monsieur le sénateur Dominique Théophile. Voilà ce que j'avais à dire, en tout cas en prolongement de la réponse à la question à mon collègue Julien Laferrière. Merci beaucoup, Madame la députée Justine Bénin. Monsieur le sénateur Dominique Théophile souhaite intervenir, je crois. Très rapidement, dans le prolongement de ce qu'a dit la députée Madame Bénin, je crois qu'elle fait référence aussi au débat d'hier. Ce que je dis, nous sommes dans le rôle qui nous a été assigné, c'est-à-dire faire la loi, contrôler l'action du gouvernement, voter la loi, porter les amendements. Bref, nous connaissons le travail à faire. C'est un honneur de porter un sujet au Parlement, un sujet qui concerne notre territoire. Moi, je préfère porter un sujet qui concerne mon territoire, même si j'aime les ours des Pyrénées ou le pont de Tancarville, mais je préfère justement porter un sujet qui est ancré dans le territoire. Je ne peux pas porter un sujet de la retraite, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je voulais dire aussi que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons le faire, si nous a laissé le soin totalement, puisque les jours nous diront, une semaine, mais ensemble avec tous les autres parlementaires, nous savons le faire, nous l'avons déjà fait, je le répète, sur les sujets majeurs, puisque je sais que c'est un sujet guadeloupéen qui va être discuté au Parlement. Je pense que nous devrions être forts et nous devrions embarquer avec nous tous ceux qui souhaitent prendre part au débat. Cela dit, nous sommes des territoires, parfois des territoires d'expérimentation sur plein de choses, on l'a vu, et ça pourrait faire école ailleurs. Et en disant cela, même dans les territoires d'outre-mer, puisque ce matin j'étais en audition avec le ministre Lecornu et mon collègue Tani Mohamed Swali a posé la problématique de l'eau aussi qui se pose à Mayotte, mais Mayotte a une configuration un peu différente. Le problème de Mayotte, c'est un problème de ressources. Et donc, nous, c'est l'inverse. On a suffisamment, et donc nous ne pouvons pas prendre le même chemin, mais la question de la gouvernance d'une autre,
orientation pour la gestion de l'eau est aussi discutée. Et je crois même dans d'autres régions de France où il y a quelques petits soucis sur la gouvernance de l'eau. Donc déjà, les réflexions sont en cours. Donc si nous pouvons être proactifs là-dessus en avance, ce sera une très belle chose et ce sera l'occasion de faire partager pas nos problèmes, mais notre problématique au sein du Parlement. Merci beaucoup, Madame la députée Justine Benet, Monsieur le sénateur Dominique Théophile, pour la clarté de vos interventions et le détail de vos explications par rapport à votre proposition de loi et par rapport aux questions qui ont été posées. Je retiens en conclusion que, nonobstant la réunion d'hier concernant les exécutifs locaux qui émettaient quelques interrogations, voire oppositions à voir prospérer une proposition de loi. Vous avez rappelé à juste titre qu'un député, un sénateur est un élu local qui siège au national et qui semble être soucieux, comme tout un chacun, d'être ancré dans son territoire, dans ses réalités locales. J'ai retenu aussi que vous avez rappelé tout le travail fait depuis des années avec sérieux et courage par les intercommunalités, par l'État, par tous les acteurs, même les usagers, dans leur vigilance citoyenne, et qu'il ne s'agissait pas de nier ce travail déjà fait depuis des années. Vous avez aussi constaté que les deux projets, SMO, exécutifs locaux ou PPL, sont deux projets qui se regardent, qui se complètent, qui s'auto-alimentent, s'auto-renforcent, et que c'était bien là votre objet, et que les deux articles ou 3 de votre PPL étaient là justement pour être amendés, enrichis de vos échanges lorsqu'il y a des consultations que vous faites assidûment depuis tantôt et qui se terminent hier, ou lorsque vous échangez avec les différentes personnes concernées par ce sujet-là. J'ai bien compris aussi que vous avez démontré qu'il serait bien mieux, plus efficace, qu'il y ait toutes les EPCI dans une structure unique pour mutualiser les moyens en termes de financement, en termes de gestion technique de l'eau et aussi en termes tout simplement de cohérence de gouvernance. Je vous remercie donc et bien évidemment, la semaine prochaine, une fois la réponse du Conseil d'État nous permettant de continuer cette étude, je suis sûr que tous les parlementaires, et ils l'ont dit et je les en remercie aujourd'hui, seront très attentifs à ce que les problématiques de l'eau en Guadeloupe trouvent un épilogue définitif, en tout cas, sur la structuration de la gouvernance. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Président. Merci. Merci. Merci beaucoup, Président. Et merci à Justine et à Dominique. Merci. Excellente soirée. Enfin, merci. Journée. Bonsoir.